Allez, on démarre. On va donc ce matin, pour ouvrir cette journée de conférence sur ce MIPIM, parler de ce PLU bioclimatique de la ville de Paris. On a déjà évoqué, si vous nous avez suivi hier, un certain nombre d'éléments. Et on va se poser la question aujourd'hui de savoir comment ce texte, ce PLU bioclimatique, peut-il rendre la ville de Paris encore plus verte et plus solidaire. Pour en parler avec nous, Emmanuel Grégoire est avec nous. Merci d'être avec nous, premier adjoint à la maire de Paris en charge de l'urbanisme, de l'architecture et du Grand Paris. Nous sommes également avec Éric Lejoindre. Merci d'être avec nous, maire du 18e arrondissement de Paris et président de Paris et Métropole Aménagement. Nous sommes avec Sandrine Moret, également directrice générale de la CEMAPA. Bonjour, merci d'être avec nous. Et nous sommes également avec Stéphane Leclerc. Merci d'être là, maire du 18e arrondissement, directeur d'urbanisme de la ville de Paris. Il faut que je lise les bonnes lignes. Pas encore. Je vous ai fait peur, monsieur le président. J'avais pas prévu de vous annoncer un coup d'État aujourd'hui, et donc on le fera pas. Mais c'est une très très bonne chose. Je vais lire les bonnes lignes, ça pourra rendre service à tout le monde et éviter quelques hauts le cœur. Bien. Alors pour démarrer, faut qu'on se réveille. Pour démarrer, effectivement, peut-être. Emmanuel Grégoire, le sujet, effectivement, on l'a déjà un petit peu évoqué hier, mais qui est intéressant avec ce PLU bioclimatique, c'est de vouloir concilier un certain nombre d'éléments, et notamment dans les règles de construction, là, on l'avait évoqué hier. Peut-être la première question pour proposer un petit peu le cadre et le contexte, c'est finalement comment concilier cette ambition de renaturation, puisqu'il est vraiment question de ça aujourd'hui, et cet enjeu essentiel qui est aussi le développement du logement, qui aussi transpire beaucoup à travers ce nouveau PLU bioclimatique. Comment on fait matcher ces deux enjeux à travers ce texte ? Oui, je mettrais même en résonance Oui. avec un troisième sujet qui est celui, parce qu'on les oppose souvent, de l'attractivité économique du territoire à long Bien terme sûr. et de l'attractivité tout court pour ne pas la réduire à sa dimension économique. Nous considérons que la question environnementale et sociale est un enjeu central Oui. de la résilience, de l'attractivité à long terme de la ville, pour des raisons évidentes mais que je rappelle. D'abord, c'est assurer la soutenabilité d'un modèle de développement et évidemment de faire en sorte que notre ville s'arme face au défi qui est celui du siècle et sans doute des siècles à venir, qui est le défi environnemental et le défi climatique. Pourquoi ? Tout simplement pour l'éclairer d'un exemple, vous pouvez avoir l'actif le plus prestigieux du monde s'il est dans un endroit inhospitalier sur le plan de la qualité de vie, de l'habitabilité. La valeur de votre actif, elle chutera considérablement. Et donc, la question d'adapter Paris au changement climatique est fondamentale, tout simplement parce que Paris est une ville historiquement minérale, très dense, dans un climat tempéré, qui va devoir se préparer à s'aligner sur le climat qui est aujourd'hui celui de Séville. Or, l'urbanisme de Séville a été nativement conçu pour s'adapter au climat de Séville. Paris, ce n'est pas le cas. Et beaucoup de ce qui fait le prestige, y compris de l'immobilier parisien, pourrait devenir largement inhospitalier et obsolescent s'il ne s'arme pas pour affronter cet enjeu. Le deuxième, et il est très lié, c'est l'enjeu social, sociétal d'un modèle de vie que nous défendons. Le modèle de vie, il articule plusieurs éléments. C'est d'abord la qualité de vie et la capacité très singulière des villes européennes et peut-être à l'intérieur d'elles, en particulier de Paris, d'offrir des aménités de proximité exceptionnelles dans lesquelles chacun s'enorgueillit, qu'il y ait des services publics, des services notamment culturels, qu'il y ait des commerces de proximité, qu'il y ait entre guillemets, ou en tout cas qu'on lutte contre les dérives monofonctionnelles qui sont celles du marché. Les deux dérives monofonctionnelles de Paris, si on laisse la main invisible du marché régenter le monde, c'est la dérive tertiaire et la dérive du surtourisme. Et monsieur le maire du 18e connaît ça par cœur sur certains quartiers sur lesquels nous agissons très fortement. Et donc nous considérons que la clé d'une ville résiliente et d'une ville attractive à long terme, c'est une ville qui permet largement aux gens qui y travaillent d'y habiter. Or, je le dis à tous les acteurs économiques, ceux qui font la richesse de l'écosystème parisien économique, c'est-à-dire les salariés, c'est les agents de la fonction publique de catégorie C, ceux qui font tourner au quotidien nos cinémas, nos théâtres, nos restaurants, nos services publics, ce sont des gens qui ne peuvent pas payer un logement à Paris. Et donc, la tendance historique, c'est de dire c'est pas grave, ils vont habiter loin.
Je donne un exemple, la ville de Paris, un tiers de ses agents habitent dans Paris, un tiers habite en Île-de-France, un tiers habite en dehors de l'Île-de-France. Et évidemment, ça posera à terme un problème d'attractivité pour les acteurs économiques, Bien sûr. de main-d'œuvre pour faire fonctionner la ville. Et donc, notre modèle, c'est une ville dans laquelle il y a tous ceux qui concourent au fonctionnement de la ville, ils puissent y habiter. C'est évidemment un programme très fort en faveur du logement, en particulier pour les classes moyennes et pour les familles. C'est se loger à tous les âges de la vie, quand on est jeune et qu'on n'est pas riche, quand on est âgé et qu'on est dépendant, et quand bien même on est plus fortuné, eh bien on a des besoins de logement particuliers. Et évidemment, pour revenir au sujet du plan local d'urbanisme, une ambition extraordinairement puissante à travers des règles très techniques, mais on y reviendra si vous le souhaitez, mais de protection de la pleine terre, Oui. de protection évidemment de la gestion des eaux, la question du développement d'espaces verts supplémentaires avec un grand plan de 300 hectares pour végétaliser la ville dans tout, dans le domaine privé, dans le domaine public et dans l'espace public en général. C'est à ce prix et je pense vraiment au prix de ces efforts que nous arriverons à construire une ville attractive pour les 100 ans qui viennent. Vous avez cité effectivement le sujet du logement, le sujet des espaces verts, de la renaturation au sens large, et aussi quand on regarde un petit peu le texte dans le détail, le sujet des installations sportives. Peut-être encore rapidement, mais d'un mot, pourquoi finalement ces trois piliers, ces trois objectifs, et comment finalement ils fonctionnent ensemble? Il fonctionne parce que c'est le cœur même de la fonction d'une ville comme maître d'ouvrage Ouais. de la transformation urbaine. Nous devons veiller contre les dérives de marché quand ils sont trop spéculatives, Bien sûr. ou à l'inverse, dans les quartiers plus populaires qui ont besoin de la puissance publique pour garder les grands équilibres urbains, d'avoir une vision stratégique entre guillemets, d'un modèle Ouais. de territoire, donc dans lequel s'articule ce qu'on appelle le concept désormais mondialement connu de la ville du quart d'heure, Ouais. en proximité, dans lequel nous articulons la question des bassins d'emploi et des bassins d'habitation, la densité de services publics au sens large et des besoins fondamentaux de proximité dans lequel nous mettons le sport, la culture, les services publics en général. On fait un grand travail dans le PLU sur la question, par exemple, de l'accès à la santé, Oui. parce que Paris a tout le paradoxe d'être un territoire de suroffre médicale Bien sûr. et de désert médical en même temps, Mmh. et en particulier pour les catégories populaires. C'est cette vision urbaine, cette cohérence de proximité que d'un point de vue réglementaire, normatif, le PLU nous permet de cranter, Ouais. ce qui ne garantit pas le succès, mais qui nous donne les outils ensuite pour le mettre en œuvre. Alors justement, Stéphane Leclerc, comment est-ce que l'on transforme d'une certaine manière ces ambitions politiques en règles, en process, en formalités administratives, même si on n'en souhaite jamais trop, mais il en faut quand même un petit peu. Comment on fait ce travail de traduction et qu'est-ce que concrètement il en ressort de cela? Dès lors que le cap politique est clairement affiché, on a besoin d'un PLU qui favorise les projets. Je pense que c'est le premier Ouais. point qui est fondamental, c'est si on fige la ville, qu'il ne se passe plus rien, on va échouer sur tous ces objectifs. Donc il faut bien qu'il y ait des porteurs de projets qui rénovent leurs bâtiments pour les adapter au changement climatique, qui désartificialisent des cœurs d'îlots pour permettre à la nature de retrouver sa place. On a besoin d'avoir des objectifs ambitieux et à chaque étape d'élaboration des projets, on est là aux côtés des propriétaires, des investisseurs, des promoteurs, pour justement faire en sorte que la ville reste vivable, que la mixité là où elle existe, on la préserve. C'est les combats qu'évoquait Emmanuel Grégoire contre le surtourisme, l'encadrement des meublés touristiques, le fait qu'on arrête de construire davantage de bureaux là où on a déjà des quartiers monofonctionnels. Et c'est pour réintroduire de la mixité là où aujourd'hui on en manque. On a des quartiers, par exemple dans le 10e arrondissement, qui sont aujourd'hui uniquement des quartiers d'habitation. Oui. On manque de commerce, on manque d'emplois, on manque d'équipements. Et donc le PLU permet de territorialiser cette stratégie avec un grand plan d'équipement. Le PLU comporte des dizaines d'emplacements réservés pour de nouveaux équipements sportifs, culturels, de santé. Et puis après, il y a un autre élément qui ne relève pas du PLU, c'est l'action foncière. Et je pense qu'on peut le dire, la ville est extrêmement active pour faire en sorte qu'on intervienne là où on a Bien des sûr. déficiences du marché, pour acquérir des rez-de-chaussée lorsqu'on a besoin de préserver des commerces, pour acheter des immeubles, pour les transformer en logements là où on manque de logements. Donc c'est vraiment l'alliance d'une stratégie réglementaire qui s'appuie sur des porteurs de projets et la ville qui intervient lorsqu'il y a vraiment des déficiences du marché. Et peut-être un petit mot sur ce que disait à l'instant Emmanuel Grégoire sur la partie plus sportive, entre guillemets, puisque la ceinture verte, la petite ceinture de Paris qui va être renommée par le PLUB ceinture verte et sportive, ça veut dire que finalement avec ce rebranding, si je puis dire, vous soulignez peut-être le fait qu'on manque encore d'espace, de foncier pour faire des installations sportives dans certains quartiers de Paris. Est-ce que ça, c'était aussi une ambition? Alors,
d'une part, ça part du constat qu'en fait aujourd'hui, c'est dans cette ceinture qu'on appelle Que la l'on peut ceinture faire verte, qui des est entre choses. les bois Ouais. des Maréchaux et le périphérique Ouais. pour les Parisiens, où se trouve la majorité des équipements sportifs de Paris. Ouais. Donc c'est déjà une reconnaissance du fait qu'en cette année olympique où le sport est quand même mis à l'honneur, Ouais. en fait c'est là que les Parisiens peuvent faire du Parisiens, y compris d'ailleurs les banlieusards qui en profitent Bien sûr. très largement. Il y a une C'est aussi ambition le dans cette principe direction. qu'on a un potentiel d'intensification de ces usages sportifs. Ouais. On peut par exemple construire de nouvelles piscines, d'avoir sur les piscines des équipements sportifs, des terrains de sport. On a de très belles opérations que porte la CEMAPA dans le 20e arrondissement où on va avoir des équipements sportifs qui vont avoir différents usages. On vient de livrer chez monsieur le maire du 10e un magnifique équipement qui va servir pour les JO, l'Arena, qui aura à la fois une grande salle sportive internationale, mais aussi des gymnases de proximité. Bien sûr. Donc c'est vraiment dire on intensifie les usages parce que le sport c'est fondamental pour la santé des personnes, c'est fondamental pour le bien-être psychologique et les Parisiens sont vraiment demandeurs de plus en plus de lieux où sortir sans avoir besoin de prendre sa voiture, sans avoir besoin d'aller loin et faire de l'activité physique à proximité. Et complémentaire aussi de ces enjeux de renaturation naturellement. Alors, on va justement prendre le temps dans les 10-15 minutes qui nous restent pour ces échanges de regarder, j'allais dire un peu plus concrètement finalement, comment ce texte se traduit ou va se traduire à travers des opérations d'aménagement sur Paris. On va peut-être démarrer avec Python du Vernois, si vous le voulez bien, Sandrine Moret. La CEMAPA, peut-être, racontez-nous en quelques secondes la CEMAPA, en un mot pour resituer, ça fera toujours du bien. Et puis finalement aussi ce quartier de Python du Vernois, quels étaient ses enjeux et on va voir bien sûr quelques images et qu'est-ce que vous projetez finalement aujourd'hui sur ce secteur. La CEMAPA est une société publique locale d'aménagement dont l'actionnaire principal est la ville de Paris et avec notre cousine Paris Métropole Aménagement, pardon. Donc nous sommes en charge d'aménager différents secteurs de Paris, dont Python du Vernois, donc, qui est un bel exemple là, de ce qui vient d'être présenté. En termes de... Donc, Python du Vernois est un quartier du 20e arrondissement, monofonctionnel, composé uniquement de logements sociaux à proximité immédiate du périphérique. Pour autant, c'est un quartier qui est situé sur la fameuse ceinture verte et sportive. Et donc, l'objectif, bien évidemment, est d'apporter de la mixité dans ce quartier, à la fois réhabiliter les logements suffisamment éloignés du périphérique, démolir ceux qui sont trop près, pour introduire cette fameuse activité, des activités économiques diverses. Un premier lot a été commercialisé, il y aura de l'enseignement, des pépinières d'entreprises. Et puis, évidemment, c'est reconstruire des logements de qualité autour d'un parc central qui fera à peu près 3 hectares et d'apporter les équipements qui manquaient dans ce quartier, notamment deux centres de santé. Et puis tout un travail qui est fait sur le sport, avec la construction d'une grande cité des sports qui comprendra des gymnases, mais aussi des espaces mutualisés pour l'escrime, la gymnastique, une toiture accessible pour du five, du paddle. D'accord. Le parc est lui aussi construit autour d'un parcours sportif qui permettra de faire une boucle de 800 mètres. Avec une aire de jeu d'apprentissage de vélo pour les enfants. Donc le parc et sa programmation a fait l'objet d'une concertation avec les habitants, puisque l'objectif, c'est malgré tout de reconstruire un quartier neuf, avec des immeubles performants, écologiques, mais qui servent aux habitants qui sont déjà là. Et puis, de la même manière, les logements ont fait l'objet d'ateliers où on a demandé aux habitants ce qu'ils attendaient de leur logement, ce qu'ils souhaitaient, ces prescriptions d'habitants sont jointes à l'ensemble des cahiers des charges avant de désigner les architectes.
Alors, ce qui est intéressant, et vous l'avez un petit peu finalement évoqué, mais c'est que sur les aspects installations sportives, installations vertes ou même les logements, il y a un maître mot, d'ailleurs c'est un peu le même sujet sur Gare des Mines, c'est de faire du qualitatif. Vous l'avez souvent évoqué, quand on regarde les documentations des uns et des autres, et d'où vient finalement, on imagine, mais pourquoi finalement cette exigence de faire du qualitatif et faire quelque chose qui soit vraiment de haut niveau à tout point de vue, et y compris d'ailleurs architectural et en matière d'aménagement? Pourquoi? D'abord pour répondre à l'urgence climatique, évidemment, Bien sûr. mais aussi pour montrer que ces quartiers-là méritent sans doute encore plus l'exemplarité. Parce que ces gens ont malgré tout souffert de nombreuses années. Bien sûr. Et leur offrir des logements décents, performants, avec des usages, avec des rez-de-chaussée qu'ils pourront s'approprier. C'est bien évidemment notre mission première et c'est assez fondamental. Et d'ailleurs, sur ce projet, on fait partie d'une expérimentation pilote pour être quartier bas carbone. Donc c'est la première fois que cette expérimentation est faite à l'échelle du quartier, donc plus seulement à l'échelle de chaque bâtiment, mais à l'échelle du quartier, à l'échelle des espaces publics, des mobilités. Et donc l'objectif est vraiment de se dire que les habitants se sentent enfin fiers de leur quartier. De leur quartier. Emmanuel Grégoire, effectivement, là on le voit sur ce projet, on arrive à faire d'une certaine manière rimer densité, parce qu'on est quand même sur un secteur qui est assez dense finalement, et renaturation. 3 hectares en plein cœur du micro là, en plein cœur effectivement du 20e. Là, c'est un projet qui coche les cases de ce point de vue-là. Alors oui, d'abord je le dis pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est l'un des pires quartiers de Paris en termes d'exposition à la pollution, aux nuisances sonores. Porte de Bagnolet, c'est un trafic exceptionnellement dense. Vous comprenez qu'il y a une part de stratégie défensive sur le plan urbain, qui est d'utiliser des bâtiments de protection par rapport à la porte de Bagnolet et reprojeter la vie moins vers le périphérique, mais plus vers le cœur de l'îlot, dans lequel on détruit une partie des logements sociaux existants pour dédensifier la partie logements sociaux où c'était trop important, trop dégradé. Deuxièmement, on reconstitue les espaces sportifs parce qu'aujourd'hui, il y a un cœur déjà végétalisé, mais qui est totalement embolisé par des espaces de terrain de grand jeu et qui ne donnent pas du tout d'espace de récréatif pour les familles, etc. Et donc, c'est un projet très important. Je faisais une anecdote que j'avais en tête. C'est quand il y a eu les débats, on est sur la barrière de Thiers, historiquement, périph', sur la zone non edificandi. Il y a eu une bataille de chiens dans la première moitié du XXe siècle pour savoir ce qu'on devait faire de la zone historiquement, avec déjà un combat très fort entre ceux qui voulaient y faire du sport, ceux qui voulaient en faire une grande ceinture verte et ceux qui voulaient y construire des logements sociaux. Et quand on regarde les débats parlementaires de l'époque, parce que c'était évidemment des débats qui étaient remontés nationalement, et les débats dans ce qui était anciennement l'institution Ville de Paris, même si ce n'était pas du tout le même cadre juridique, les débats étaient vraiment très durs entre les partisans du sport. Et donc on essaye de résoudre cette tension historique d'abord en améliorant la qualité de vie. Monsieur le maire du 18e est toujours très sensible à ça, Anne Hidalgo et moi avec. Nous voulons faire de la rénovation urbaine, et c'est un des plus grands programmes en rue pour Paris par ailleurs. On veut faire de la rénovation urbaine, mais sans chasser les gens qui y habitent. C'est très important pour nous, parce que on pourrait faire de la rénovation urbaine de gentrification, substitution. C'est plus facile, y compris à tenir après. Nous, ce qu'on veut, sur tous ces grands programmes de rénovation du nord-est et de l'est parisien, c'est d'améliorer la qualité de vie des habitants, d'en faire venir de nouveaux pour mettre peut-être un peu plus de mixité sociale, mais que les habitants historiques restent dans ces quartiers. Et à bien des égards, ce quartier Piton du Vernois, Porte de Bagnolet, pour reprendre un terme peut-être géographiquement plus localisé par tout le monde, est un programme essentiel pour y parvenir, et fait l'objet, disons-le, d'investissements extrêmement importants de la part de la ville et des partenaires qui y concourent. Alors un autre grand projet qu'on voulait vous présenter ce matin, c'était le quartier de Gare des Mines avec vous, Éric Lejoindre, maire du 18e arrondissement, président de Paris Métropole et Aménagement. Là aussi, on est sur un projet où
on a un sujet de renaturation, un enjeu effectivement de développement, de redéveloppement, de solidarité et d'espace sportif. On le voit d'ailleurs avec la Adidas Arena qui est sur votre secteur, effectivement. Même question finalement en un mot, quels étaient les enjeux et surtout quel est le projet là? Qu'est-ce qui va se passer? C'est assez proche de ce que Sandrine disait sur Python du Vernois et en même temps très différente. D'abord, c'est Paris Métropole Aménagement qui porte cette rénovation, donc la cousine de la CEMAPA, et qui a porté des très belles opérations dans Paris, et notamment au Batignolles, pour ceux qui connaissent, autour du parc Martin Luther King, et dans le 14e à Saint-Vincent-de-Paul, et donc qui s'engage dans ce nord-est du 18e autour de son premier projet, le grand parc de Chapelle-Charbon, à quelques encablures, et maintenant Gare des Mines, cet espace entre la porte d'Aubervilliers et la porte de la Chapelle, qui avait finalement été mis jusqu'au début des années 2000 entièrement au service du fonctionnement du reste de Paris. Ouais. Et depuis 20 ans, avec Bertrand Delano et puis Anne Hidalgo, on a décidé de retourner ce quartier pour en faire un vrai quartier au service de ses habitants. Ça s'est démontré d'abord par l'arrivée en 2015 du tramway, et maintenant par ce projet Gare des Mines qui vise d'une part, Emmanuel Grégoire l'a dit, à rajouter un peu de densité d'êtres humains, de vie dans ce quartier pour permettre cette mixité fonctionnelle, pour qu'il y ait des commerces à Gare des Mines, pour qu'il y ait des écoles mixtes, pour qu'il y ait des services publics. Il faut qu'on ait un peu plus d'habitants. Et donc, il y a une partie qui visera à construire du logement divers pour faire en sorte qu'on puisse loger les Parisiennes et les Parisiens et mélanger les habitants, à la fois avec un grand projet porté par Paris Habitat de réfection de la cité existante, et puis en construisant quelques logements. Et puis l'idée, c'est d'en faire aussi un espace où on puisse venir travailler, et notamment dans le nord de la parcelle, il y aura des espaces d'activité. Et puis c'est un territoire qui a besoin d'être renaturé. Ces grands espaces qui étaient mis au service du reste de Paris, dans le nord de Paris, beaucoup autour de la logistique, ont été extrêmement minéralisés. Et on l'a vu sur... en fait, en gros, c'était un territoire qui servait à faire en sorte qu'il y ait des trains qui arrivent et qui livrent de la marchandise pour le reste de Paris. Et donc, il y a besoin de passer de ce qu'on appelle, nous, cette ceinture grise à la ceinture verte. L'idée qu'on peut aussi, dans ces endroits, non seulement faire des grands parcs d'un seul tenant, comme à Chapelle-Charbon, mais aussi trouver toutes les solutions pour revégétaliser l'espace public et pour construire autour d'îlots de fraîcheur. Et c'est l'enjeu de ce projet, renaturer pour faire en sorte qu'on y vive bien, faire venir un peu plus d'habitants, pas trop, mais un peu plus d'habitants quand même, pour avoir la surface minimum pour faire en sorte que le quartier puisse être animé, de l'activité économique, et on le voit, maintenir les équipements sportifs. Et puis il fallait à ce quartier une bonne raison d'y aller. Et c'est l'enjeu de l'aréna de la Porte de la Chapelle qu'on a inauguré il y a un mois. Pendant longtemps, la Porte de la Chapelle, on l'a traversée. Les gens arrivaient en avion à Roissy ou prenaient le train et ils traversaient la Porte de la Chapelle le plus vite possible. Le plus vite possible, j'allais dire. Arrêter si possible. Et tout l'enjeu du projet qu'on porte, c'est de renverser la logique. Un quartier dans lequel on a envie de venir, envie de rester. Envie de rester et envie d'habiter, parce que Emmanuel Grégoire le disait, dans tous ces quartiers qui ont été mis au service du reste de Paris, on a quand même toujours mis des habitants. Et il y a 2000 logements, quelques milliers d'habitants qui étaient enfermés dans leur quartier, et on va leur permettre justement de se rouvrir sur le reste de Paris. Et avec effectivement un sujet là, on l'a encore, vous le disiez effectivement à l'instant, de renaturation, d'installation d'équipements sportifs, mais aussi de développer de la mixité, de garder des habitants. Est-ce que ça passe aussi, comme on le disait avec Sandrine Moret, avoir des équipements, des logements notamment plus qualitatifs? Comment est-ce qu'on fait conjuguer et on fait cohabiter toutes ces contraintes en même temps? Ça passe bien sûr par de la qualité de vie. Et la qualité de vie aujourd'hui, pour un Parisien, une Parisienne, c'est un espace public plus calme, donc avec moins de voitures. C'est un espace de vie plus végétal, parce qu'on sait qu'il y fait moins chaud. Et puis c'est de la mixité dans le logement, faire en sorte que tout type de Parisien puisse habiter dans le même quartier. Et c'est aussi un peu de fierté, parce que dans ces quartiers qui ont longtemps été aux marges de la ville, il faut en dire du bien. Et pour en dire du bien, il nous faut des grands équipements. Donc vous l'avez vu, côté 18e, l'Arena, côté 19e, à la Porte d'Aubervilliers, le 19 mai, le 19M, pas mai, le 19M, porté par Chanel. Et donc des grands investisseurs qui se disent, là aussi on peut investir. On peut y envoyer nos salariés. On peut se dire que les gens vont venir y travailler avec bonheur. Et c'est l'enjeu de cette opération. La qualité de vie, elle passe par la qualité des logements, par un investissement important. Elle passe aussi par la renaturation, par la réduction de la place de la voiture, par la réduction du bruit. On est quand même collé au périphérique, qui est une de ces très grandes infrastructures qu'on a construit
dans ce nord-est parisien sans aucun respect pour les habitants. Ouais. Et on le voit très bien, ceux qui font les boucles du périphérique en voiture voient bien les espaces où on a déroulé le périphérique collé au logement sans se poser la question du cadre de vie des habitants, ce qui n'a pas tout à fait été fait à l'ouest de Paris quand même. Et donc il faut qu'on répare cette injustice qui avait été faite de considérer que finalement dans ces quartiers, on peut faire passer une autoroute urbaine sur des piliers, sous des piliers, enfoncés, pas enfoncés. Et c'est l'enjeu de ces constructions qui protègent aussi le quartier du périphérique. Alors justement peut-être, et pour terminer Emmanuel Grégoire, on le voit sur ce projet d'ailleurs comme on le voyait avec Sandrine Moret sur Piton du Vernois. Ce sera d'ailleurs, si vous le voulez bien, votre mot de conclusion. Mais à chaque fois ce que l'on entend, c'est effectivement faire du qualitatif, du renaturé, du sportif, des logements de qualité, mais avec finalement à chaque fois une vision et un objectif qui est de garder une mixité de population et au service effectivement de la vie de quartier ou de la vie du secteur. Oui. Absolument, c'est exactement ça. C'est pour prendre deux exemples. D'un côté, remettre des habitants dans des quartiers monofonctionnels tertiaires du triangle d'or parisien. C'est très cher, c'est très compliqué. Ça peut parfois un peu agacer les propriétaires dans ces zones-là. Mais je leur dis que c'est au nom aussi de l'attractivité long terme. Et c'est remettre dans des quartiers plus populaires. Et la Porte de la Chapelle est le plus bel exemple. Je le dis. Monsieur le maire du 18e le porte depuis des années. C'est le plus gros investissement de la mandature. C'est ni aux Champs-Élysées, c'est ni au Trocadéro, c'est ni à la Concorde, c'est Porte de la Chapelle. Parce que Anne Hidalgo a utilisé cette expression évidemment symbolique, c'est on veut que ce soit aussi beau que les Champs-Élysées. Et c'est le niveau de l'investissement. Et d'exigence. Rien que sur 300 mètres d'espace public, nous mettons 60 millions d'euros entre le rond-point de la Chapelle et la Porte de la Chapelle, avec une végétalisation extraordinairement qualitative. Au sol, c'est pas de l'asphalte, c'est du granit, les mêmes pavés qu'aux Champs-Élysées, parce que symboliquement, on veut dire que tous les quartiers parisiens, ils méritent de la beauté, ils méritent du respect, et que pour rendre ces quartiers attractifs, on a un peu de mal à y faire venir les entreprises. Je disais hier que nous, symboliquement, on y a installé la plus grosse implantation administrative de la direction des affaires culturelles de la ville. On les a déménagés de la rue des Francs-Bourgeois de Paris-Centre pour les mettre à la rue du Pré, Porte de la Chapelle. Il a fallu qu'on vende le truc, hein. C'était pas simple. Voilà, ça l'est toujours pas totalement. mais parce que sinon on ne montre pas l'exemple, on ne peut pas dire à des grands comptes que de la même façon qu'on est honoré que Chanel se soit installé à la Porte d'Aubervilliers, ce n'est pas encore tout à fait simple. On veut montrer à des grands comptes, montrer l'exemple. Venez vous installer dans les quartiers, il y a de la place et c'est valable pour la Porte de la Chapelle, mais c'est valable aussi pour la Seine-Saint-Denis et d'autres quartiers populaires de la région parisienne. Mais il faut que les pouvoirs publics l'accompagnent avec des investissements. Et puis, il n'y a pas que les investissements, hein, il y a aussi tout ce qu'on mettra derrière pour la vie quotidienne. On sait très bien qu'une fois qu'on aura livré tout ça, il faudra maintenir une intense présence des pouvoirs publics, RATP, préfecture de police, ville de Paris, pour que ça se vive bien. Mais on pense qu'on peut faire la démonstration qu'il n'y a aucune fatalité à des programmes de requalification urbaine et que quand on fait le procès de la rénovation urbaine en disant on y a mis un pognon de dingue sur 30 ans et ça ne marche pas, la réponse, ce n'est pas vrai. Il y a des endroits où ça ne marche pas quand ça n'a pas été bien fait. Il y a des endroits où ça marche. Moi, j'ai visité un quartier du 19e qui était il y a 25 ans la pire cité du 19e et peut-être l'une des pires de France. Aujourd'hui, c'est nickel. Quand je dis c'est nickel, c'est-à-dire que les habitants sont tellement contents qu'il y a moins de tags dans ces endroits-là qu'il y en a à Paris-Centre à gérer après, parce que quand l'espace public est qualitatif, les habitants locaux, ils y font autant, ils en prennent autant soin que dans les quartiers les plus aisés. Bien, merci beaucoup. Nous étions avec Stéphane Leclerc, directeur de l'urbanisme de la ville de Paris, Sandrine Moret, directrice générale de CEMAPA, Éric Lejoine, le maire du 18e arrondissement de Paris, président de PMA, et bien sûr Emmanuel Grégoire. Merci d'avoir été avec nous, premier adjoint à la mairie de Paris. On les applaudit, on les remercie.